Quel constat dresser sur la délinquance financière? Dans le cadre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, la France Insoumise est à l'initiative de cette mission sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre cette délinquance financière. Le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, député du Nord, est donc co-rapporteur de ce rapport d'évaluation avec le député de La République En Marche, Jacques Maire, rapport qui a été publié le 28 mars dernier et qui sera présenté dans une heure maintenant dans l'hémicycle donc de l'Assemblée nationale. Pour en discuter avec nous, pour parler du constat de cette délinquance financière, d'abord Vincent Drezet, fonctionnaire ministère de l'économie, vous êtes fiscaliste, secrétaire national de Solidaires Finances Publiques, syndicat très impliqué dans la lutte contre la délinquance financière. J'ai tout dit presque. C'est ça, c'est seulement fiscal, mais c'est ça. Alexis Spire, sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre de l'IRIS, et vous avez dirigé de nombreux travaux sur l'inégal traitement institutionnel des individus selon leur appartenance sociale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Maxime Renaï, lanceur d'alerte, vous étiez administrateur de fonds à Jersey, vous avez été dans cette chaîne absolument incroyable de la délinquance financière. Vous avez été collaborateur de la DGSE et dans un livre, Là où est l'argent, sorti récemment, vous avez donc dénoncé les pratiques offshore des multinationales et surtout, vous avez dénoncé l'inaction de Bercy. Vous êtes directeur d'intelligence économique et cofondateur et bénévole à lanceurdalerte.org. J'ai tout dit aussi, oui, c'est ça. Merci bien. Vous me dites si je fais des fautes, n'hésitez pas. Et ensuite, Clémentine Paluzezac, activiste écologiste chez Agratiba, AMD comme 21, et on va parler avec vous de cet argent qui n'est pas investi, qui pourrait servir à plusieurs choses. Ça va nous servir d'intro. Comment est-ce qu'en un mot, ou quelques mots, vous pourriez définir cette délinquance financière avant de rentrer dans les détails de ce rapport mené à l'initiative de la France Insoumise? Vincent Drezet. En un mot, c'est dur, on peut employer le terme fléau pour frapper un peu les esprits, ou plus simplement une pratique systémique qui ne cesse de se développer, de prendre de nouvelles formes, de s'adapter à la réalité économique notamment. On va en parler justement de ces formes. Alexis Spire, comment on peut la définir pour que tout le monde puisse avoir un mot commun pour parler de délinquance financière? Effectivement, elle prend plusieurs formes. Elle peut d'abord se définir par opposition. Elle ne touche pas forcément à la différence de la délinquance traditionnelle à laquelle on pense. Elle ne touche pas des personnes, mais elle touche des biens financiers. Et elle peut prendre des formes fiscales, des formes d'abus de biens sociaux, des formes de détournement, de corruption. Et elle touche en fait fondamentalement au bien public. Maxime Anaï. Moi, juste en un mot, opacité. Dans tout ce que j'ai vu, à chaque fois, la règle, c'est l'opacité. Qu'on passe par les paradis fiscaux ou pas, puisqu'on a de l'opacité également en France, avec des groupes comme Lactalis que j'ai attaqué dernièrement, j'ai réussi à les faire publier leurs comptes. On en reparlera et on y reviendra plus en détail. Clémentine Paluzezac, qu'est-ce qu'on peut dire en un mot sur cette délinquance financière? Du coup, moi, ça fait surtout écho avec évasion fiscale, justement, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend le plus. Mais voilà, l'évasion fiscale, c'est finalement qu'une partie de la délinquance financière, et il y a encore justement plein d'autres mots dont on parle peu et qu'on va pouvoir justement dénoncer aussi. Et en termes de conclusion, pour cette première question, Hugo Bernalicis, le député de la France Insoumise, après ces 6 mois de rapport, la délinquance financière, c'est la chose à laquelle on s'attaque le moins dans l'État. On pourrait schématiser, puisque c'était l'objet du rapport, et notamment que ce soit la petite délinquance financière, ce qu'on appelle le bas du spectre, voilà, la petite fraude à la carte bleue, convertie à 5 € sur votre compte indûment, ou le faux site internet sur lequel on vous vend un service bidon et vous avez des retraits bancaires régulièrement, et ça va jusqu'au haut du spectre, on connaît l'évasion fiscale en thèse, mais pas seulement, c'est aussi la corruption d'agents étrangers, d'agents publics ou privés pour des marchés publics, l'atteinte à la probité, des fausses attributions de marchés publics. Là, je reviens d'un séjour à La Réunion, vous savez qu'il y a un débat sur la route du littoral avec les opérateurs sur le sujet. Bon, il y a une enquête du parquet national financier là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose finalement d'assez large et qui concerne beaucoup de services de l'État, énormément de services de l'État, et avec finalement assez peu d'interactions. Alors justement sur ce rapport, je suis sûr que je ne suis pas le seul à me poser la question, comment on se retrouve à faire un rapport sur ce sujet avec un député de La République En Marche, en l'occurrence le co-rapporteur de ce rapport, Jacques Maire, qui est prévu là-dessus. C'est la règle du jeu en fait au comité d'évaluation et de contrôle. Tous les rapports sont avec le groupe qui l'a demandé et un député de la majorité. C'est la règle du jeu qui est co-rapporteur. Il n'y a pas de notion de président
et de rapporteurs. Donc c'est vraiment, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que toutes les mesures qui sont proposées sont donc co-signées par les deux parlementaires. Je dirais pas les deux groupes, pour mon groupe c'est le cas. Pour le groupe de La République En Marche, c'est peut-être un peu plus subtil et intelligent, pour reprendre des formules de leur président de groupe. Mais en tout cas, je pense que c'est bien, on a mis le pied dans la porte avec ce rapport, et effectivement, je suis content qu'un député de La République En Marche puisse dire qu'il faut recruter des fonctionnaires dans ce domaine-là parce qu'il rapporte de l'argent. Alors, vous avez commencé à en parler, Hugo Beralessi. Ces délinquances financières, en fait, couvrent un large spectre de multiples délinquances, j'ai envie de dire. Comment on peut catégoriser ces spectres? Quels sont les différents secteurs de la délinquance financière? Parce que tout de suite, moi, on me dit délinquance financière, je pense à paradis fiscaux, évasion fiscale. Or, il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de délinquances différentes qui couvrent cela. Oui, on pourrait déjà distinguer deux grandes catégories. Les atteintes à l'argent public, de manière générale, et puis les atteintes à d'autres intérêts, y compris les intérêts privés. Quand on parle par exemple de corruption, de manipulation des comptes boursiers, ou tout simplement de fraude à l'avocat bancaire, c'est aussi les intérêts privés des particuliers, certaines entreprises qui sont victimes. Donc on pourrait déjà schématiquement dresser les deux familles. Après, ne serait-ce que sur la question de la fraude fiscale, il y a tellement de subdivisions entre la petite, la grande fraude, la nationale, l'internationale. C'est déjà une grande famille. Alexis Pierre? Je crois qu'en fait, il faut pas seulement raisonner en termes de délit, de délinquance, mais aussi de délinquance. C'est-à-dire pour comprendre les différences de traitement qui peuvent exister entre la délinquance économique et financière et les autres types de délinquance. De même, pour comprendre les différentes formes de traitement à l'intérieur de ce grand ensemble qui est la délinquance économique et financière, voilà, il faut sortir un peu du droit et de l'analyse strictement juridique et voir aussi quelle est la position sociale des délinquants et des auteurs de délits pour comprendre la gestion différentielle qui est faite des différents délits en fonction aussi de la position sociale de ceux qui les commettent. Quel est le montant de la délinquance financière annuelle et qu'est-ce qu'elle englobe? Aucune idée. Absolument aucune idée. On peut essayer de chiffrer l'évasion fiscale et la fraude fiscale, c'est ce que fait Solidaires Finances Publiques, mais sur la délinquance financière, aucune idée, parce que par exemple, dedans, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez le blanchiment du trafic de stupéfiants. Donc déjà, il faudrait évaluer ce que rapporte le trafic de stupéfiants. Alors, je crois que c'est fait pour le PIB, comme chacun sait, maintenant c'est intégré dans le PIB. Et donc, il faudrait calculer le manque à gagner là-dessus si c'était un système légal, etc. On n'en sait fichtrement rien. Tout ce qu'on sait, c'est que ça se chiffre en plusieurs milliards et que c'est bien plus, si on englobe toute la délinquance financière, c'est bien plus que l'estimation de 80 à 100 milliards d'euros qu'a produit Solidaires Finances Publiques. Justement, votre syndicat, qu'est-ce que ça englobe en termes d'infraction de délinquance? C'est 100 milliards d'euros par an. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir, en prenant les résultats du contrôle fiscal et des données macroéconomiques, ce que récupérait l'État si le droit fiscal s'appliquait pleinement. Autrement dit, s'il y avait zéro fraude, y compris d'ailleurs s'il n'y avait pas d'erreur d'interprétation. Donc on a essayé de chiffrer ce manque à gagner, ce qui donne des fourchettes larges. En 2013, on a sorti une première estimation de 60 à 80 milliards d'euros. Et puis l'année dernière, on a regardé, réactualisé ce montant-là, notamment à la lumière de la baisse du nombre de contrôles fiscaux. Donc on était vraiment sur le champ de la fiscalité, en clair, c'est le non-respect du droit fiscal produit un manque à gagner pour les caisses de l'État et des collectivités locales de 80 à 100 milliards d'euros. C'est une fourchette assez large. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut noter qu'elle est contestée par quelques voix qui, par ailleurs, veulent instaurer une forme de contrôle fiscal doux, j'allais dire d'accompagnement, de régularisation, bref, tout ce que contient la loi Essonne, notamment, et qui commence à être mise en œuvre. Et bien, les supporters de la loi Essonne, pour le dire simplement, essaient de casser cette estimation pour dire, bah, vous voyez, la fraude, c'est pas si important, donc maintenant, on peut accompagner les entreprises. Et en réalité, on voit quotidiennement la fraude fiscale, la petite comme la grande, est extrêmement coûteuse. Là, on n'est que sur un pan de la délinquance économique et financière qui est. Donc, si j'ai bien compris, c'est un manque à gagner. Ce type de délinquance crée un manque à gagner pour les caisses de l'État de 80 à 100 milliards d'euros par an. C'est exactement. Dedans, on a la fraude des particuliers, c'est ça, des entreprises. Oui, on a la fraude, on a tous les impôts, d'État et locaux, c'est essentiellement les impôts d'État, parce que les grandes fraudes, c'est l'impôt sur les sociétés, la TVA, l'impôt sur les sociétés avec la manipulation des prix de transfert, notamment. Si j'oublie 20 euros sur ma déclaration fiscale, c'est pas très grave. Alors, si, c'est grave, mais c'est pas ça qui va expliquer ces 100 milliards. Non, voilà. Si vous ne les déclarez pas, si vous ne payez pas, ben ça rentre dans cette estimation, mais ça n'est qu'une part. Il faut quand même noter qu'à l'impôt sur le revenu, il y a une grande partie qui vient du travail non déclaré, avec soit des revenus non déclarés, pour des gens particulièrement aisés, on peut penser à des professions libérales,
que tout simplement ceux qui sont exploités, hein, qui ne sont pas déclarés, mais qui produisent des richesses, et les richesses ne sont pas déclarées dans l'administration fiscale. Bref, c'est très très divers, c'est très sophistiqué. Il faut noter qu'il y a une fraude traditionnelle et une fraude de plus en plus sophistiquée, une contenue internationale, et donc tout cela produit 85 milliards d'euros de manque à gagner par an. Alors, pardon de cette question. Moi, personnellement, 100 milliards d'euros, je ne sais pas à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les grandes villes, Clémentine Balusezac, avec ces 100 milliards? Qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, j'ai à gagner en investissant dans la lutte contre la délinquance financière? On pourrait clairement investir justement l'argent public, cet argent public qui nous appartient, dans la transition sociale et écologique qui est aujourd'hui nécessaire. On est face à une urgence écologique, face à une urgence sociale à laquelle aujourd'hui les pouvoirs politiques et publics ne répondent pas. Et aujourd'hui, justement, de nombreux citoyens qui demandent, qui manifestent, on pense du coup aux gilets jaunes, au mouvement justement écologiste, qui ne font que réclamer cette transition. Parce que les alternatives, elles existent. Et il y a plein de choses qui sont... Clairement, Gobert Alexis, vous êtes au cœur du système politique, puisque vous êtes député, ce manque à gagner là... D'opposition, D'opposition, bien sûr. Qui doutait du contraire? Quoi qu'en vous voyant avec Jacques Maire, co-rapporteur, on peut se poser des questions, je plaisante évidemment. Voilà, dans notre vie à nous, citoyens, ça pourrait répondre à quelques exigences et quelques demandes des Gilets jaunes. Ça pourrait être de l'argent qui est utilement social et investi ensuite. Oui, bien sûr, il y a plein de mesures qu'on a en tête, des secteurs d'activité. Il y a ma collègue Caroline Fiat qui a fait un rapport sur les EHPAD. C'est un truc qui touche parce que c'est l'avenir. Pas le droit à dire, mais c'est l'avenir que nos aînés finissent dans des EHPAD dans lesquels ils sont maltraités. Et on sait qu'il faudrait environ 4 milliards d'euros supplémentaires sur ce budget-là pour avoir une prise en charge décente. Soit 4% du montant et du manque à gagner annuel dû à la délinquance financière. Par exemple. J'ai un exemple. Dans l'éducation nationale, on sait qu'on devait ça serait bien d'avoir quelques enseignants supplémentaires. Dans l'enseignement supérieur, on devrait pouvoir ouvrir des universités pour éviter d'avoir des systèmes UBS comme ceux de Parcoursup. Donc ça, vous égrenez 2-3 milliards par-ci, 4 milliards par-là. Vous arrivez vite aux chiffres qu'on a sur la délinquance financière et l'évasion fiscale, qui permettrait d'avoir une politique, somme toute raisonnable. Bon, évidemment, il y a d'autres mesures à prendre en compte pour un autre partage des richesses, parce que là, on est en train de dire que si la loi s'appliquait telle qu'elle est aujourd'hui, on aurait cet argent-là qui arrive. Sans compter que la loi permet déjà, dans les grandes largesses, d'accumulation de richesses. Les grandes fortunes, ici, elles sont, je ne sais plus combien est Bernard Arnault dans le classement international sur sa fortune, mais c'est en 60 milliards d'euros, je crois, de patrimoine. Peut-être que je me plante en disant chiffres, c'est peut-être bien plus. Et bientôt actionnaire de la... 76, j'étais pas loin. 76 milliards, alors c'est colossal. 76 milliards. Et puis cette histoire de dette, parce que quand même on nous saoule avec cette histoire de dette, même si je pense que la dette c'est pas très grave en soi, en tout cas si c'est une bonne dette, il n'y a pas de souci, mais ça correspond largement au double du service de la dette, de ce qu'on paye en intérêt de la dette chaque année. On ne s'attaque pas trop à Bernard Arnault, il a donné pour Notre-Dame, je vous prie de vous rappeler, je n'ai plus. Je m'en souviendrai. Excusez-moi, je voulais juste rajouter concernant les EHPAD. Moi, j'ai travaillé pour des fonds d'investissement basés à Jersey qui possèdent des EHPAD. Donc, en fait, une grande partie des profits des EHPAD remontent offshore. Donc, c'est important de le dire. Et également, les fonds souverains, comme le fonds souverain d'Abu Dhabi ou Mubadala, reçoit l'argent des subsides des EHPAD offshore. Donc, ça, on n'en parle pas suffisamment. J'en parle dans mon livre, mais je pensais que c'est important de le préciser. Vous allez avoir des problèmes, vous en avez déjà eu peut-être pour délivrer toutes ces informations. Écoutez, le livre est sorti un peu plus de 2 semaines, les gens ont au moins 3 mois, les potentiels adversaires ont 3 mois pour attaquer, donc on verra ce qui va se passer. Justement, Maxime Renaï, la prochaine question est pour vous. Comment on peut décrire cet écosystème? Est-ce que c'est déjà un écosystème qui organise cette délinquance financière? Est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là? Déjà, vous parlez de délinquance financière, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je parlerais de guerre économique. De guerre économique. C'est-à-dire, vous avez de guerre économique même au sein du même pays. En général, on parle de guerre économique entre différents pays. Moi, je dirais qu'il y a une guerre économique entre les plus puissants, l'oligarchie, et qui utilise même un droit qui nous est étranger, un droit qui leur est spécifique pour asseoir leur domination. Et la question, qu'est-ce qu'un paradis fiscal? Parce que, bon, évidemment, la guerre économique ne se déroule pas qu'à travers les paradis fiscaux, elle se déroule aussi sur notre territoire. On a plein de grandes multinationales qui ne publient toujours pas leurs comptes. Comme je vous disais au début, j'ai réussi en attaquant seul au tribunal de commerce à
obliger la famille Bénier, donc qui possède Lactalis, à publier leurs comptes. Je vais les analyser, je vais voir s'ils sont justes. S'ils ne sont pas justes, on attaquera pour fraude fiscale. Mais qu'est-ce qu'un paradis fiscal? Un paradis fiscal, ça englobe énormément de choses. Et il faut se poser énormément de questions. C'est qui sert déjà les paradis fiscaux? Vous avez les gens, évidemment, dans les paradis fiscaux, les avocats. Les avocats, c'est un peu, je dirais, les maîtres sur les paradis fiscaux. Mais vous avez aussi toutes les personnes qui travaillent directement ou indirectement. Par exemple, en France, vous avez des politiques. Vous avez des gens comme Gérard Longuet qui sont administrateurs de sociétés luxembourgeoises ou barouins. Qu'est-ce qu'ils font au Luxembourg? On peut se poser la question. Pour quel type de société? L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Voilà. On peut se poser la question aussi de ce pantouflage qui existe, où j'ai vu moi des gens de Bercy ensuite qui conseillaient des fonds d'investissement, voire qui travaillaient directement pour eux, qui étaient à la tête de ces fonds d'investissement, et même de rétro-pantouflage, puisqu'ils retournent ensuite à Bercy. Donc ça, c'est un véritable problème. Donc il y a un lien direct entre ces délinquants et Bercy et le pouvoir public, en fait. Donc ils sont chargés de les chasser. Voilà, donc il y a énormément de questions, même la nature du droit. Quel est ce droit qu'utilise la finance? Quel est ce droit qui permet en fait de tuer le tissu social? Est-ce que c'est vraiment du droit qui permet de faciliter les inégalités? Quel est ce droit des affaires? Puis l'opacité aussi des paradis fiscaux, quelle est cette opacité qui existe déjà même dans le langage? Parce qu'on nous bassine avec optimisation fiscale depuis des années, on arrive à nous emmêler les pinceaux avec l'optimisation fiscale, mais l'optimisation fiscale qui passe par les paradis fiscaux, c'est l'évasion fiscale, c'est pas l'optimisation fiscale, il faut arrêter avec ça. C'est un langage qui a été mis dans l'espace public pour nous faire différer en fait cet argent qui part. Alors je voudrais juste en fait aussi rajouter quelque chose. Les paradis fiscaux, c'est utilisé aussi pas uniquement pour faire de l'évasion fiscale, mais pour violer énormément de lois. Par exemple, c'est utilisé évidemment pour faire des rétrocommissions, c'est utilisé également par l'État, mais c'est utilisé pour faire des délits d'initiés, pour organiser à distance, en étant caché, des liquidations frauduleuses, par exemple Hénin Beaumont, pour Samsonite. C'est utilisé aussi pour les banques et les assurances, j'en parle dans mon livre, je nomme ces assurances et ces banques, pour tricher sur leurs fonds de solvabilité, leurs fonds propres, alors qu'ils ont l'obligation d'avoir des fonds propres, et pas justement par les paradis fiscaux pour tricher. Voilà. Alexis Spire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire, à savoir que c'est une guerre économique, et par ailleurs, les entreprises finalement qui pratiquent cette délinquance financière sont-elles plus fortes que les États? Moi, je tiens beaucoup au terme de délinquance, en fait, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je pense que les mots ont un sens et qu'il faut s'attacher au terme de délinquance. Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaye de noyer un peu la frontière entre optimisation, fraude et à jouer sur cette frontière grise. Or, il y a un énorme enjeu à qualifier des formes d'optimisation agressive et des formes d'évitement de l'impôt de délinquance. Pourquoi? Parce qu'il faut les traiter comme des formes de délinquance à part entière. Et ce qu'on montre dans l'ouvrage d'impunité fiscale que j'ai écrit avec Katia Weidenfeld, c'est que précisément cette forme, enfin en tout cas la forme de la délinquance fiscale est toujours considérée, alors d'une part par les magistrats, mais en fait pas seulement, beaucoup plus généralement dans la population, comme une délinquance finalement un peu moins grave que les autres, finalement c'est qui peut se régler finalement par se négocier. Finalement, si on récupère un peu d'argent, c'est pas si grave. Et puis finalement, si l'État récupère un peu d'argent, finalement tout le monde s'en sortira plutôt bien. Je pense qu'il faut faire très attention à ce raisonnement-là et prendre très très au sérieux le fait qu'il s'agit d'une délinquance qui n'est pas de même nature évidemment que celle de l'atteinte aux personnes, mais qui a aussi sa gravité, qui suppose aussi des mécanismes de dissuasion, des mécanismes de répressifs beaucoup plus appuyés que ce qu'on connaît aujourd'hui, qui en fait, disons, c'est des formes ancestrales de négociation, des formes d'arbitrage, etc., auxquelles maintenant il va falloir mettre fin parce que, à force d'accumuler des dispositifs justement juridiques, compliqués d'optimisation, etc., on voit des finances publiques qui se vident et un problème de plus en plus massif et qui, encore une fois, ne connaît pas vraiment de réponse pénale appropriée. Ce qu'on note dans le livre, et je crois qu'on n'est toujours pas démenti, c'est qu'au jour d'aujourd'hui en France, et ça c'est une particularité française, personne, disons, n'a été condamné, a fait de la prison ferme derrière les barreaux pour le simple délit de fraude fiscale. Certains portent quand même un bracelet électronique au bord d'une piscine. Alors que, encore une fois, on a
une fuite en avant législative qui consiste à empiler les dispositifs et à dire que maintenant la fraude fiscale c'est très mal et on va la réprimer de façon très très dure et ça va être 5 ans de prison et ça va être même 7 ans de prison, etc. Et en fait, dans les faits, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde précisément ce qu'il advient des fraudeurs qui sont attrapés? Encore une fois, je ne parle pas de ceux qu'on n'arrive pas à toucher parce que les paradis fiscaux, parce que les législations étrangères, etc. Y compris ceux qu'on arrive finalement à identifier et à confondre. Eh ben, les pouvoirs publics calent au moment où il s'agit de réprimer, précisément parce que cette délinquance est finalement assez bien tolérée. Justement, toujours sur la restitution de ce rapport et les moyens de lutte mis en œuvre par l'État, Vincent Brézel, vous dites qu'il y a carrément une forme d'improvisation des pouvoirs publics, donc vous allez rejoindre Alexis Spire, et puis Hugo nous détaillera ensuite ce qui est mis en place concrètement pour lutter contre ce type de délinquance. Alors, je ne sais pas si c'est une improvisation, en tout cas politiquement, il me semble qu'il y a un sens qui est mené depuis un certain nombre d'années. On nous dit qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires, dès qu'on dit à la population, peut-être pas les infirmiers, peut-être pas les policiers, peut-être pas les professeurs d'école, donc Bercy. C'est très court et schématique, mais il y a quand même que ça. Et dans Bercy, il y a notamment ceux qui combattent la fraude fiscale, pas simplement, parce que pas les douaniers, la concurrence et la répression des fraudes, et bien sûr la DGFiP pour le contrôle fiscal. Objectivement, même avec les meilleurs algorithmes du monde, il faut des êtres humains pour combattre la fraude fiscale, pour vérifier les comptabilités, etc. Nous avons perdu de ce point de vue-là beaucoup en emplois, rien que dans les services de contrôle fiscal, on en a perdu en 3000 emplois depuis le milieu des années 2000. 3000 emplois, il nous en reste entre 10 et 12 000 selon les estimations. Donc le pourcentage, ça fait beaucoup. Or, ce sont des agents qui sont, pardonnez le terme, rentables. Il ne s'agit pas de dire que tous les agents doivent être rentables. Mais là, il se trouve que quand on combat la fraude fiscale et qu'on a une notification de redressement au bout du compte, eh bien, c'est quelque chose qui est éminemment stratégique. Alors, stratégique pas simplement pour les finances publiques, mais ça veut dire aussi derrière qu'on rétablit un peu mieux l'activité économique, ça veut dire qu'on dégage évidemment des sous pour l'argent public, bref. Et donc, il y a une orientation politique, ce qui fait qu'au quotidien, nos collègues de plus en plus font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. De tout grade, d'ailleurs. On a vu des cadres dire, encore très récemment, on ne sait plus où on va, on ne sait plus comment faire pour gérer les structurations, les suppressions d'emplois face à la fraude de la fraude. Donc il y a cette orientation-là. J'ajoute également que depuis des années, on nous dit qu'il faut qu'on soit très dur avec les vrais fraudeurs, mais qu'on soit conciliant avec ceux qui se trompent. Je ne sais pas où est la limite. Aucun vérificateur peut dire aujourd'hui, en redécouvrant un dossier, lui il va être un vrai fraudeur, lui il se trompe. Donc si on réduit l'appréciation de la fraude, eh bien, on va réduire mécaniquement le montant de la fraude, et donc on va réduire les peines, les sanctions fiscales, et on va favoriser de proche en proche l'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est le droit à l'erreur, c'est prescrit, c'est tout un tas de dispositifs d'accompagnement. Des entreprises, venez, vous régulariser, vous ne pouvez pas beaucoup de sanctions, on ne parle pas du tout. On est en train de modifier comme ça le contrôle fiscal, de sorte que, normalement, c'est la contrepartie du système déclaratif, il sert l'intérêt général, mais il est de moins en moins au service de l'intérêt général, et de plus en plus au service des intérêts des particuliers. Donc, ce point de vue-là, il y a une orientation politique qui n'est pas pleinement publiquement assumée, mais qui est en cours, au moment où je parle, dans nos services. Hugo Bernassi, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelque sorte l'organigramme et les différents services pour que celui qui ne comprend rien en termes de délinquance financière puisse y voir un peu plus clair sur ces moyens de l'État mis en œuvre pour lutter contre ce fléau, pour reprendre vos mots d'introduction? Je ne sais pas s'il va y voir beaucoup plus clair, mais parce qu'il y a une multiplicité des services et des acteurs en réalité, en fonction de si on se trouve sur la fraude fiscale ou l'évasion fiscale, c'est plutôt la Direction générale des finances publiques, le contrôle fiscal comme on vient de l'évoquer. Dès qu'on passe sur des phénomènes de fraude à des taxes, notamment les taxes sur l'alcool, il y a des douaniers qui vont raconter ça, donc là c'est le service des douanes judiciaires, parce qu'il y a des douaniers qui ont une qualification judiciaire comme les policiers, qui peuvent faire des enquêtes comme eux, rendre compte directement au parquet. Vous avez du côté de la police les offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire, avec l'OCLIF, qui est le plus connu, c'est celui qui a perquisitionné d'ailleurs la France Insoumise, celui en passant. Et quand on dit qu'ils avaient sans doute mieux à faire, c'est parce que c'est ceux-là même qui sont chargés de chasser la fraude fiscale, le blanchiment de fraude fiscale aggravée, en lien avec la Direction générale des finances publiques. Dès qu'on rentre sur du pénal et sur du plus lourd, ce sont eux qui sont censés prendre le relais. Mais ils ont aussi un service, donc dans ce même service, il y a, parce que c'est la BNRDF qui se charge de ça, parce qu'il y a des sous-sections là-dedans, ils sont 43 pour faire cet aspect-là. Et après, vous avez les atteintes à la probité, la corruption d'agents publics, étrangers ou nationaux.
Et en fait c'est 90 personnes. Voilà. Le CLIF, c'est 90 personnes pour la plus grosse délinquance financière. Et pour tout ce qui est l'aspect blanchiment, vous avez environ 90 autres policiers qui sont à l'OCGRDF. Et eux, ils font que du blanchiment, essentiellement en réalité sur des stupéfiants. Même si des fois il y a des éléments qui sont connexes entre les deux. Les gendarmes ont aussi des spécialistes en délinquance financière, à beaucoup moins nombreux, mais ils se chargent d'une autre partie du spectre, on va dire ça comme ça. Et puis après, vous avez en région, dans les grandes régions, au sein de la police judiciaire aussi, des spécialistes de la délinquance financière, quand c'est le maire du coin ou le président de l'intercommunalité qui a bidouillé un peu son attribution de marché public. Vous avez aussi le policier de la direction départementale de sécurité publique, vous avez le commissariat de police dans lequel vous allez. Il y a aussi des policiers qui font de la police judiciaire, qui sont beaucoup moins spécialisés, mais c'est eux qui vont prendre vos plaintes quand vous êtes fait frauder la carte bleue ou un faux site internet, etc. Et souvent, en fait, l'essentiel de ces escroqueries, ça finit en classement sans suite parce qu'on n'a pas les moyens d'enquêter, c'est tout. Voilà, il faut la base. Si c'est un faux site internet, il faut la réquisition judiciaire pour savoir où est le serveur. Le serveur est à l'étranger. Bon, on ne va pas mettre des gros moyens d'investigation pour 30 €, 100 €, 200 €. Donc voilà, ça tombe dans les limbes. Là-dessus aussi, il y a des choses à faire. Vous avez la justice, évidemment. Donc là, au sein de la justice, il y avait avant des magistrats spécialisés dans chaque département sur la matière financière, ce n'est plus le cas. Il y a 3 départements de mémoire où il y a encore une spécialité financière. Par contre, on a créé le NEC plus ultra, c'est le parquet national financier. 18 magistrats pour les plus grosses affaires. Au départ, la mise en place de ce parquet national financier, ça devait être 8 affaires par magistrat. On est à 32. Voilà, comme ça, c'est réglé en 2 chiffres. On voit à peu près où on en est de la tombeuse de ce service qui est le parquet national financier. Qui est censé donc être le NEC plus ultra, qui a obtenu la plainte, du coup, qui a repris la plainte pour Lactalis qui a été déposé par la Confédération paysanne, entre autres, et quelques autres sujets de ce qu'on a évoqué, c'est le parquet national financier qui s'en charge. Et puis après, il y a les autorités de contrôle, les autorités administratives indépendantes, donc l'autorité des marchés financiers, qui est censée contrôler les marchés financiers, donc l'activité de bourse, et puis l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation qui, elle, contrôle les banques et les assurances, notamment pour savoir s'ils ont bien le bon nombre de fonds propres en capitaux. On a évoqué ce sujet-là. Et là, c'est pareil, en fait, c'est une poignée de gens, ces services-là. C'est une poignée de gens, on décline de dossiers comme ça. Et puis, pour parachever le tout, une création beaucoup plus récente, l'Agence française anticorruption. Je pense que là, ceux qui ont écouté ont déjà oublié ce que j'ai dit au début, tellement vous voyez qu'il y a de services et que c'est pas qui fait quoi, etc. D'où le rapport, et j'invite à le lire. Cette Agence française anticorruption est censée faire de la prévention, mais aussi appliquer des sanctions quand il y a des sanctions judiciaires. Elles peuvent appliquer dans les entreprises un plan de mise en conformité, pour être sûr que ça ne se reproduise pas sur le phénomène de corruption, etc. Et en fait, le magistrat qui est à la tête de cette agence nous a lâché ça dans l'audition en disant en fait, bon, c'est pas compliqué, j'ai fait un petit calcul comme ça pour m'amuser. Le nombre d'entreprises que je peux contrôler dans mon périmètre, divisé par le nombre de personnes que j'ai, il faudrait 6000 ans pour que je contrôle tout le monde. Voilà, donc ça montre à quel point on est désarmé et on se désarme soi-même. Alors bien sûr, un coup de temps en temps, on met des affaires en avant, histoire de dire que la boutique tourne. Parce que les gens font leur boulot, chacun dans leur segment, ils font leur taf. Voilà, il y a des dossiers qui avancent, on voit la plainte HSBC, les plaintes HSBC UBS, celle notamment de 3,7 milliards qui est tombée, même si c'est encore bien long que ça en fait en réalité de l'argent qu'ils ont détourné. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y ait une politique interministérielle autour de ça, pour dire bon, c'est bon, on tape tous sur le même coup, on va dans le même sens, et on y va tous ensemble. On arrête la concurrence entre les services, et surtout on met tous les services à niveau. Parce qu'aujourd'hui, il y a assez peu de concurrence entre ces services que déjà à accuser leurs propres dossiers, sont déjà dans la trompeuse. Donc un millefeuille de services qui rendent des décisions compliquées, des alertes difficiles, des charges de travail qui augmentent, des moyens alloués par l'État qui vont décrescendo. Comment on lutte contre tout ça, Clémentine, dans les ONG en tant qu'activiste et militante? Justement, là, on voit que le mouvement écologiste a changé aussi de moyens d'action. On a des nouvelles marches, certes plus de manifestations, mais aussi beaucoup de gens qui se tournent, et que j'invite à se tourner d'ailleurs, vers la désobéissance civile. C'est-à-dire justement sortir du cadre légal pour montrer l'illégitimité de l'action des pouvoirs publics et de l'action des multinationales
toute façon de ce combo gagnant, cette alliance malfaisante. Et voilà, qu'est-ce que c'est la désobéissance civile? C'est justement des gens qui sont prêts à mettre justement leur corps à s'investir pour bloquer, pour freiner, et pour mettre justement un coup de projecteur sur les activités réelles et existantes aujourd'hui. Je suis hocher ta tête, vous qui avez été au cœur de ce système, Maxime Réani. Parce que j'ai oublié quand même les services de renseignement dans l'histoire. Mais... Ouais. On rajoute pas. Et justement, moi j'ai voulu un peu tester la DNEF, qui est un peu les services secrets de Bercy. Donc j'ai pris Vous rendez-vous. avez voulu tester la DNEF. Oui, parce qu'il y avait la loi Sapin 2, tout ça, je me suis dit quelle est la procédure et comment ils travaillent. Donc je suis allé les voir. Je leur ai dit que j'avais des dossiers, ce qui était le cas, sur des gros milliardaires français qui me semblaient extrêmement. On peut les citer? Ils sont dans mon livre. Voilà. D'accord. Et je suis. Donc vous avez le teasing. Donc il y a les noms, il y a les structures, il y a tout. Il y a des donneurs de Notre-Dame. Non, Donateur de non, Notre-Dame. il n'y a pas de donateur de Notre-Dame. Non. Donc en fait, j'avais rendez-vous avec eux, je leur donnais toutes les informations, j'ai été surpris par une forme d'improvisation pour le coup. Alors je ne sais pas si ça vient de la loi, ou il n'y avait aucune procédure en place, aucun procès verbal, rien du tout, aucune preuve. Donc vous donnez des informations et vous ne savez pas qui les prend, si elles vont être traitées. Et ça, j'ai trouvé que c'était un véritable problème. Donc pour être bien sûr que je laisse une trace, ensuite j'ai envoyé, je me suis arrangé pour qu'il y ait une preuve, comme quoi je leur ai donné ces éléments-là. Et je n'ai jamais eu de réponse de leur part. Donc pour moi, ça me dérange. Donc j'en parle de façon très précise dans le livre. Alors, Pourtant, quand on va déposer une plainte, une simple plainte, on doit signer à peu près 17 papiers. alors On apporte de gros dossiers sur les comptes fiscaux, il n'y a rien du tout. j'ai demandé, moi, à signer un procès verbal. On m'a dit, monsieur, non, c'est notre parole, c'est un gentleman agreement. Alors moi, je ne sais pas ce qu'on a en France. Un gentleman agreement, un accord entre hommes, entre gentlemen, bon, non, On remarquera entre hommes. ouais, déjà, oui, effectivement, donc les femmes déjà sont mises de côté. Et le gentleman agreement, non, on est dans un état de droit, le gentleman agreement, on n'est pas dans le monde des affaires. Donc, j'en parle de façon précise dans le livre. Pour moi, l'État, en tout cas la DNEF, ne fait pas son travail. Voilà. Parce qu'il y a aussi Tracfin qui est sur cette délinquance financière en théorie. Il semblerait qu'ils aient beaucoup d'activités, leur rapport d'activité est très fourni, très touffu. Le PNF, le Parquet National Financier, dit qu'il leur ressort beaucoup d'informations. Tout le monde est très content, mais je n'ai aucun moyen, parce que le problématique, y compris quand vous êtes parlementaire, c'est que c'est secret. Donc même à vous, on ne vous dit rien. Donc, de toute façon, vous ne saurez rien. J'ai posé plusieurs fois la question, par ailleurs, si les services de police, eux, par exemple, faisaient de l'infiltration. Est-ce qu'on envoyait des gens sous couverture pour essayer de voir quel était l'initiative? Recruter des lanceurs d'alerte, en fait. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est vraiment de l'infiltration. On prend quelqu'un qui va faire Par les services de Bercy. par n'importe qui, peu importe les services de police, de Bercy, etc. Est-ce qu'on va tester le cabinet d'avocats conseil pour voir comment est-ce qu'on peut déposer de l'argent, ouvrir une société offshore, etc. Est-ce qu'on peut frauder tranquillement ou pas? Et donc ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors j'ai appris avec le livre de Maxime Réani qu'il y avait des informateurs de la DGSE, heureusement. Alors, du mot au pluriel, mais j'imagine qu'il y a un pluriel, j'ose espérer que le service de renseignement fonctionne aussi de cet aspect-là. Mais en théorie, si c'est que la DGSE, ça pose un problème, parce que la DGSE, c'est le ministère de la Défense. C'est pas Bercy, c'est pas le ministère de l'Intérieur, donc c'est pas les mêmes intérêts. Et comme il n'y a pas de politique interministérielle en la matière, est-ce que les informations qui ont été prises par la DGSE se sont retrouvées à Bercy? Est-ce qu'elles se sont retrouvées ailleurs et est-ce qu'il y a des enquêtes derrière? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et là-dessus, c'est la totale opacité, alors que par ailleurs, on sait qu'on a des moyens colossaux sur le terrorisme, et que sur ce même domaine du terrorisme, dès qu'on touche à de la délinquance financière, il n'y a plus personne. Là, je parle de Lafarge, cimentier qui s'est vu verser de l'argent à Daesh pour pouvoir continuer à vendre leurs marchandises sur place. Il a fallu que des journalistes du Monde sortent l'affaire, etc., qu'une enquête commence pour que pas grand-chose à la fin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque dans les différentes affaires, en tout cas, et vous allez me dire si vous partagez Alexis Spire mon impression, on a l'impression que les journalistes font le travail finalement des enquêteurs qui devraient être des enquêteurs publics en fait. En partie sur certaines affaires, c'est vrai qu'il y a certaines affaires qui ont été mises au jour par des journalistes. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que la particularité de la paralysie du système dans lequel on est, tient au fait qu'on a des services qui ne sont pas forcément incompétents, encore une fois, qui sont très spécialisés, qui ont des agents qui ont à cœur de faire leur travail et qui le font souvent très bien, mais qui ne fonctionnent pas du tout
et ça a été dit, et je pense que c'est très important d'insister là-dessus, parce qu'il n'y a pas de volonté politique, de façon coordonnée. Or, on sait très bien coordonner les services et les administrations quand il s'agit, par exemple, de traquer les fraudes à la caisse des allocations familiales, de traquer justement les bénéficiaires de minima sociaux, voilà, tous ces petits illégalismes. On sait très bien faire fonctionner les administrations en réseau, faire communiquer les fichiers. On sait faire un contrôle par capillarité. Et dès qu'on arrive sur la délinquance économique et financière de ce type-là, on a des services qui se parlent finalement très peu, éventuellement une administration fiscale qui est très compétente dans sa partie, mais qui finalement communique assez peu avec l'institution judiciaire, et réciproquement, une institution judiciaire qui récupère des dossiers, mais sans trop se poser le problème de la compétence fiscale que ça suppose. Y compris par exemple à l'École nationale de la magistrature, hein, vous regardez dans les programmes de formation, la question de la délinquance économique et financière, c'est une partie qui est quand même relativement réduite dans la formation des magistrats. C'est une option, c'est quand même imposé. C'est tous ces aspects-là qui sont des aspects pas forcément spectaculaires et visibles, mais qui traduisent une absence de volonté politique et le fait qu'on peut faire de la communication par la loi, on peut faire de la communication par telle ou telle affaire spectaculaire, mais que sur le fond, dans le fonctionnement quotidien des services, on a une vraie paralysie qui est liée, encore une fois, à cette absence de volonté politique et à un contrôle qui fonctionne de façon totalement éparpillée et dispersée et jamais coordonnée. Oui, il y a plusieurs éléments. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que chaque administration applique par exemple un code. Le code général des impôts, on a le code monétaire et financier, le code de la consommation, le code de la concurrence. Donc il y a une approche verticale sur la question de la technicité. Et puis il y a déjà ça, c'est sous-doté, alors on a le juridique, comme on est humain, etc. Ensuite il y a l'approche, je dirais, horizontale de la coopération. Un exemple, on parlait de la Direction nationale des enquêtes fiscales, j'y reviendrai après. Eux se sont souvent mis en place de base de données communes sur des affaires qui sont liées au pénal, par exemple. Et ça peut être vrai pour d'autres services. Donc, il y a comment marier, il y a l'approche verticale et technicienne et horizontale. Et dans les deux approches, on constate des défaillances qui ne sont pas propres aux fonctionnaires, qui sont propres aux décisions politiques, qui historiquement se sont appliquées, mal appliquées, ou appliquées, ou qui n'ont pas été prises. Ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a aussi, entre guillemets, des spécificités, des spécificités des enjeux. Par exemple, l'accès à l'information, c'est quelque chose d'absolument central comme enjeu. Si on n'a pas l'accès s'il n'y a pas d'obligation déclarative, s'il n'y a pas suffisamment de coopération internationale, s'il n'y a pas suffisamment d'informations, on ne peut pas débusquer, par exemple, la fraude fiscale pour ensuite la combattre. C'est pour ça qu'il y a une question également dans l'accès à l'information. Et de ce point de vue-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu quelques petites avancées, à chaque fois sous la pression des opinions et des affaires, mais ça n'a jamais été anticipé par les pouvoirs politiques en place. Ce qui fait que nos fonctionnaires, nos collègues aux finances publiques, se trouvent malheureusement sous-dotés en information, y compris dans la chercher à l'extérieur, et ils la traitent, il ne faut pas croire. Parfois, les apporteurs d'affaires ou les aviseurs arrivent, ils n'ont pas forcément suivi, mais elle est traitée parce que justement, ils ont faim d'informations. Après, il y a des procédures administratives qui doivent se mettre en place. Donc, le problème, c'est que sur à peu près tous les champs, il y a des gens de bonne volonté dans les services opérationnels qui sont sous-dotés en moyens juridiques, en moyens humains, y compris en management, privilégient le court terme, l'objectif, etc., sur les investigations longues. Et tout ça, au final, nuit à l'efficacité du contrôle public en général. Y compris la désorganisation administrative, pour un dernier exemple, la concurrence et la répression des fraudes il y a quelques années, Nicolas Sarkozy était noyé dans la READ, dans des structures interministérielles, et bien en 4 ans, le nombre d'enquêtes qu'il faisait a chuté d'entière. Et quand on regarde la DGFiP, les contrôles fiscaux, la CCRF ou d'autres, bien, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Encore une fois, ce n'est pas les fonctionnaires, c'est que la volonté politique n'a jamais suivi l'évolution de la France. Je vais faire peut-être un petit peu l'avocat du diable, mais comment expliquer, en tout cas, c'est peut-être une question, je ne sais pas, sociologique et politique, comment expliquer le fait que le pouvoir politique ne veut pas plus investir de moyens dans la lutte contre cette délinquance financière? Comment on peut l'expliquer? Parce qu'il y a implicitement l'idée que cette gestion de la délinquance économique et financière, elle rentre dans un écosystème économique et que si, comme on veut attirer les entreprises, on veut se montrer, accueillant aux investissements étrangers, etc., ça passe par aussi cette idée qu'il faut être plus conciliant, plus, disons, avec toutes les formes
d'erreurs, etc. Je pense qu'il y a On clairement... prend un exemple de l'actualité d'aujourd'hui, de ce 29 avril, où la justice a annulé la condamnation de Google à reverser à l'État de X millions d'euros. Donc là, on va clairement dans ce sens-là. Alors, sur cette affaire-là, j'en sais rien, mais en tout cas, d'un point de vue structurel, encore une fois, je pense que c'est un élément assez important. Et si on pourrait très bien retourner l'argument, c'est-à-dire que si on se met sur le terrain des libéraux, moi aussi je vais faire l'avocat de la partie libérale, on pourrait très bien dire que dans l'imagerie, dans la théorie du libéralisme, pour avoir une pure concurrence pure et parfaite, en fait, il faut se donner les moyens de se débarrasser de la délinquance économique et financière. Donc, il n'y a pas seulement, c'est pas seulement un argument pour renflouer les caisses de l'État. On pourrait très bien aussi avancer l'argument que pour une concurrence qui fonctionne correctement et un système capitaliste qui fonctionne comme dans les livres et comme dans la théorie, il faudrait aussi mettre un terme définitif à ces formes de délinquance financière qui sont aussi des entorses à la concurrence. Mais ce qui prime, à mon avis, avant tout, c'est cette idée dans un contexte de concurrence internationale, c'est l'idée qu'il faut se montrer accueillant vis-à-vis des entrepreneurs et accueillant, encore une fois, y compris à l'égard de leur possible malversation. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent qui n'est pas restitué à l'État? Que font ces entreprises avec tous ces fonds, Maxime Réveil? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils s'achètent des bateaux de 80 mètres en passant par des sociétés à Malte. Ils s'achètent des hôtels particuliers ou à Paris via des structures luxembourgeoises. Ils s'achètent des bâtiments entiers à New York. Voilà ce qu'ils font avec cet argent. Dans un but d'image Non, dans un but maladif d'accumuler toujours un peu plus. L'accumulation. Oui. Clémentine, il y a aussi une question qu'on peut se poser, c'est la sensibilisation de l'opinion publique sur ces sujets. Alors, vous avez décrié, enfin en tout cas dénoncé que seules les grandes affaires étaient mises sur le devant de la scène, mais ces grandes affaires-là, dont les journalistes ont parlé, est-ce que ça ne participe pas à la sensibilisation de l'opinion publique? Et ma question sous-jacente est, comment on peut appuyer la sensibilisation de l'opinion publique pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui fasse pression sur les institutions et le pouvoir en place pour lutter contre cette délinquance financière? Aujourd'hui, je pense que quand même, il y a beaucoup de gens qui sont conscients de où est le pouvoir et de qui le détient, et de ce qu'on en fait. Cette logique et de cette alliance justement entre le pouvoir politique, et là je parle justement de Macron et son gouvernement, pas de l'opposition, mais cette alliance entre le pouvoir politique, multinational, ultra riche, et leur influence démesurée, et leur course justement à l'accumulation de richesses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibilisées, et d'ailleurs les dernières mobilisations le montrent. Juste la semaine dernière, on était justement à Paris à l'appel de différentes ONG pour bloquer la République des pollueurs. Et donc c'est plus de 2000 activistes rassemblés en train de bloquer à la défense du lieu de pouvoir, qui ont bloqué EDF, Total, Société Générale et le ministère de la Transition écologique, qui du coup actuellement traîne son nom. Et c'est quand même une action justement qui a été couverte par un grand nombre de médias. Malheureusement, toujours pas sur le mainstream, mais la télévision. Mais je pense que les gens, ça les touche et qu'ils y viennent de plus en plus. On voit qu'il y a justement de plus en plus de personnes qui passent à l'action et à la fin des désobéissances civiles. On peut. Des chiffres aussi qui peuvent démontrer de certaines formes d'inégalité. 26 milliardaires qui détiennent autant de richesses que la moitié de la planète. En 2017, 82% de la croissance a profité aux 1% les plus riches. Ce sont les chiffres de l'ONG Oxfam. Est-ce qu'on peut lier ces données et ces inégalités grandissantes à la délinquance financière? Disons qu'on vit une période quand même assez particulière et inédite avec la dématérialisation des flux financiers, une explosion des possibilités effectivement de cette forme de délinquance. Il faut quand même avoir conscience qu'il n'y a pas si longtemps, il y a encore 20 ou 30 ans, on était dans des formes artisanales de délinquance économique et financière, et que là, avec justement la dématérialisation des flux financiers et la rapidité aussi avec laquelle peuvent bouger les capitaux, ça pose des défis, à mon avis, assez énormes en termes de pénalisation, encore une fois, et de répression de cette délinquance. Et on a l'impression que, encore une fois, les pouvoirs publics n'ont absolument pas pris
la mesure du défi. Et c'est d'autant plus important que, encore une fois, comme vous l'avez dit, il y a certaines affaires qui arrivent sur la scène, sur la sphère publique, qui font spectacle et qui entretiennent l'idée que finalement, voilà, l'impôt est symbole d'injustice, que c'est toujours les mêmes qui payent, et la frontière là aussi elle est ténue, hein, et on est en passe de basculer vers une espèce de sentiment général que finalement l'impôt est synonyme d'injustice fiscale et d'injustice sociale. Et ça c'est très problématique dans une société où l'impôt c'est aussi ce qui représente, disons, le bien public, ce qu'on met ensemble, les services publics, et donc il y a une urgence, à mon avis, à réhabiliter cet outil-là et à réhabiliter la notion de justice fiscale et à prendre à bras-le-corps cette forme de délinquance, encore une fois, qui a une gravité tout à fait singulière. Moi, je partage totalement, alors y compris en disant que, comme il y a un accroissement des richesses et des inégalités, ça a été dit, c'est aussi une part de richesse, entre guillemets, captée par une frange très réduite d'acteurs économiques, des particuliers comme les entreprises, qui ne connaissent plus de frontières. Ça fait longtemps que, d'ailleurs, dans notre administration, on dit, par exemple, les multinationales choisissent leur taux d'imposition en fonction des implantations, de l'ingénierie financière ici, de telle structure-là, de telle convention fiscale, etc. Et donc, il y a une accumulation qui profite à des acteurs économiques qui se sont débarrassés de nos frontières. Mécaniquement, si tout le monde ne fraude pas dans ces milieux-là, en tout cas, il suffit d'un pourcentage infime de fraude, de concentration accrue, on s'apercevra que la fraude non seulement se développe, mais encore une fois, elle se complexifie et se sophistique. La nouveauté depuis une dizaine d'années, c'est qu'avec la crise des politiques de régulage des services publics, l'accroissement de certains impôts, notamment sur les classes moyennes supérieures, a effectivement entretenu cette espèce de ras-le-bol des injustices fiscales, comme on préfère le dire, parce que profondément c'est ça. Les différentes formes d'optimisation agressive, comme on dit tout à l'heure, d'évasion et de fraude fiscale, sont venus rajouter. Le problème, c'est que si on ne fait rien, c'est effectivement, d'accord avec ce que disait Alexis, c'est l'idée même d'impôt qui risque d'être emporté. Alors que c'est le moment de réhabiliter précisément l'action publique, l'impôt, la lutte contre la fraude fiscale, contre les formes de délinquance financière. C'est une idée qu'on n'a pas totalement développée, que tout ce qui est blanchiment, alors on sort du cadre fiscal, ça a aussi un lien avec la véritable délinquance. Hein. Le trafic d'êtres humains, d'organes, de drogue, tout ce qu'on veut, des produits, des revenus. S'il y a toujours des instruments qui paradis fiscaux pour les blanchir et les réinvestir dans l'économie réelle, il y a aussi un lien direct avec les atteintes à la personne. Maxime Agnaï, est-ce que vous pensez que tout cela est lié étroitement, intimement au système capitaliste et à la surmondialisation? Non, moi je ne suis pas contre le libéralisme. Je pense que ce qui est un problème, c'est les excès. Je ne suis pas contre du tout. Les paradis fiscaux, malheureusement, est un symbole de ces excès. Alors pour lutter, moi malheureusement, je suis un peu moins confiant dans les pouvoirs publics. J'ai de plus en plus confiance en la presse, donc moi j'alimente, je commence à avoir un réseau de journalistes où j'envoie un maximum d'informations sur des dossiers bien précis. Je commence à travailler avec des ONG, je travaille aussi avec des syndicats, avec des associations, et je pense que une façon, en tout cas, de combattre, c'est d'avoir des partenariats un peu informels où on s'entraide. Par exemple, là sur une action, je suis en train de réunir plusieurs ONG pour attaquer une multinationale, juridiquement évidemment une multinationale française. Donc c'est totalement politique, c'est pas dogmatique, on se met en route. Et pourtant, avec les journalistes avec lesquels vous travaillez, les journalistes, je connais leur discours, c'est de dire aussi qu'eux ont un devoir d'information, mais pas un devoir de justice. Ils remplacent, on en revient finalement au sujet de tout à l'heure, ils en viennent à remplacer le pouvoir politique et de dénoncer ces faits, alors que ce serait plus au service de Bercy et aux autres de le faire. Oui, en fait, je pense que les associations, les ONG, commencent à prendre le rôle de l'État, reprend la main, puisque l'État, à mon sens, ne fait pas suffisamment. Alors, moi, je suis pour travailler en partenariat avec l'État. L'État voudrait avoir l'omnipotence de gérer la société, mais moi, je suis plutôt pour un partenariat. Alors, c'est vrai, je me suis un peu beaucoup plaint sur les pouvoirs publics, mais en même temps, je suis vraiment pour tendre la main que les ONG, les lanceurs d'alerte, les journalistes, en fait, on travaille tous ensemble pour essayer de trouver des solutions en parlant autour de tables, véritablement. En fait, c'est ça, est-ce que dans vos actions, quand vous participez, vous avez l'impression de prendre le rôle de l'État qui est, inexistant, mais qui n'est pas assez puissant, en tout cas, pour lutter contre cette question? Malheureusement, oui. Mais l'État
on voit justement qu'on met les moyens et il y a tellement de possibilités. Et c'est ce qui se montre justement aussi dans ce rapport, dans les travaux de chacun, c'est que l'État peut réguler cette économie, peut faire beaucoup plus contre la délinquance financière. Et aujourd'hui, oui, c'est le pouvoir citoyen qui met en lumière, qui est en projecteur, et il faut travailler ensemble et s'aider évidemment. Mais pour moi, le citoyen doit être politique et le politique est le citoyen. Dans la deuxième partie de ce débat, je vous le rappelle, on viendra et on détaillera les différentes propositions qu'Hugo Bernalicis, co-rapporteur de ce rapport, a écrit durant ces 6 mois d'audition et de constitution de ce rapport. Mais sans rentrer trop dans le détail, est-ce qu'il faut garder quand même un petit peu d'espoir sur ce sujet, puisque quand on vous écoute, on peut être un petit peu défaitiste sur la question des milliards d'euros évadés qui changent moi ma vie, puisque l'État ne peut pas investir pour des services publics, je schématise, mais en gros c'est un petit peu le discours que vous portez et que je partage évidemment. Pourquoi faut-il garder l'espoir, si tant est qu'il faut garder l'espoir? Parce que c'est nécessaire et parce que techniquement rien ne s'y oppose. Et donc c'est le sens du combat. Il est là, tout simplement. Je crois qu'il faut quand même être un peu mettre une touche d'optimisme et dire que quand même, si on est là, c'est parce que cette question de la délinquance économique et financière est devenue un problème politique, un problème social, que les gens en ont connaissance et que d'une certaine manière, ça c'est un véritable progrès. Il faut quand même se reporter encore à, disons, les années 80 ou 90, où ces phénomènes-là existaient. Ils n'avaient sans doute pas la même ampleur, mais ils existaient de façon assez massive déjà. Et il n'y avait absolument non seulement aucune volonté politique, mais même aucune visibilité politique et sociale, ou en tout cas une très faible visibilité politique et sociale, seulement auprès des spécialistes. Et que là, on a quand même précisément, alors en grande partie grâce au travail des journalistes, grâce au travail des ONG, on a quand même fait un pas en avant dans le sens de la sensibilisation. Il faut avoir en tête que les pouvoirs publics, en fait, ils évoluent, la loi elle évolue, et les pratiques elles évoluent aussi sous la pression des opinions, et que ça, c'est quand même un motif, disons, d'espoir, c'est que si le rapport de force politique s'inverse, si la peur change de camp, il n'y a pas de fatalité à ce que la délinquance économique et financière reste impunie. Grâce à vos travaux, votre engagement et vous, votre rôle de lanceur d'alerte, finalement, vous participez au rapport de force qu'on tente tous ici dans la salle. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Moi je reste vraiment optimiste et de voir aussi que la société civile, enfin les gens, le peuple de plus en plus comprend ce qui se passe et que les ONG, les associations, les lanceurs d'alerte, les journalistes travaillent de plus en plus ensemble. Donc moi je trouve que c'est extrêmement positif. Pareil, on garde espoir pour On garde espoir, mais il faut rappeler aussi qu'il y a quand même urgence et que du coup, justement, là, c'est un nouveau rapport et que ça ne doit pas rester dans les placards et qu'il faut justement passer à l'action d'un coup. Un millefeuille administratif donc pour lutter contre la délinquance financière, des moyens mis en œuvre par l'État qui ne cessent de baisser au fil des années, mais pourtant la pression de l'opinion publique sur les institutions ne cesse d'évoluer. Il y a des propositions qui existent. On va les détailler dans ce rapport, juste après les interventions des différents députés sur le sujet. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été présents pour cette première partie. On se retrouve donc après la session parlementaire. Merci et à tout de suite.